Et on y va. Bien. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous ce soir. Je m'appelle Yolande Amzalak, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis coprésidente du comité francophone de la Bibliothèque publique juive de Montréal. Alors, si la bibliothèque a dû fermer ses portes, nous pouvons néanmoins, grâce à la technologie et à une équipe dévouée de professionnels et de bénévoles, vous rejoindre et entretenir les liens avec nos membres et nos publics. Le comité francophone inaugure ce soir sa nouvelle série de conférences en ligne et Pierre Anctil a généreusement accepté notre invitation à présenter à cette occasion le recueil d'essais Les Juifs chassidiques de Montréal, dont il a co-dirigé la publication avec le professeur Ira Robinson, titulaire de la chaire des études juives canadiennes, québécoises et canadiennes, et directeur de l'Institut d'études juives canadiennes de l'Université Concordia. Alors, j'aimerais tout d'abord vous présenter brièvement Pierre Anctil, une figure renommée du paysage culturel québécois. Chercheur, professeur, auteur et traducteur, Pierre a voué une grande partie de sa carrière à la présentation, la reconnaissance et la transmission de l'histoire et de la culture de la communauté juive et de la littérature yiddish du Québec. Il est actuellement professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa, où il enseigne l'histoire canadienne contemporaine et l'histoire juive canadienne. Son parcours de recherche, entre autres dans les fonds d'archives de la communauté juive canadienne qui sont conservés au Canada, au YIVO Institute de New York et à la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem, l'a amené à publier de nombreux ouvrages, dont notamment un livre sur le célèbre poète yiddish montréalais Jacob Isaac Segal. Je le prononce en anglais, c'est Jacob Isaac Segal. Il a obtenu pour ce livre la médaille Luc Lacourcière en 2013. Il a également publié L'histoire des Juifs du Québec, qui a été finaliste au prix du gouverneur général du Canada en 2018, puis Les Juifs chassidiques de Montréal, un ouvrage paru tout récemment qui rassemble les actes d'un colloque organisé en mai 2017 dans le cadre du congrès de l'ACFAS, en collaboration avec le professeur Ira Robinson, directeur de l'Institut d'études juives canadiennes de l'Université Concordia. Donc, j'aimerais ajouter que Pierre est lauréat de nombreux prix et également membre de la Société royale du Canada. C'est un honneur de l'accueillir ce soir. Alors, Pierre, le thème de ce dernier ouvrage a récemment pris beaucoup de place dans l'actualité au Québec et ailleurs dans le monde, notamment dans le contexte de la pandémie. Peux-tu nous dire quelques mots à ce sujet? Oui, eh bien, on a vu dernièrement que les Juifs chassidiques ont été, évidemment, comme tout le monde, empêchés de se rendre dans les lieux de prière habituels. Et ils se sont mis à prier à certaines heures de la journée, surtout le vendredi soir au coucher du soleil, sur les balcons, pour obtenir en quelque sorte un minyan par défaut, être entouré de gens qui, comme eux, veulent prier. Et ça fait la une de la presse. Rima El-Khoury en a fait mention, et puis ça a été même jusqu'à avoir suffisamment d'écho pour qu'on invite des membres de cette communauté à se joindre à d'autres événements qui ont lieu actuellement sur les balcons, puisque en temps de pandémie, on ne peut pas réunir les auditoires dans des salles. On peut quand même entendre de la rue des personnes s'exprimer sur des balcons. Ça a été un moment assez riche et intéressant. Et pour remercier leurs voisins qui entendent à des moments inhabituels peut-être ces prières, on a donné aussi des cadeaux aux voisins.
des petites friandises pour les remercier de leur patience à des moments de la journée où, évidemment, d'autres traditions ne prient pas. Alors ça a été un moment très intéressant dernièrement. C'était intéressant. D'ailleurs, cette semaine, j'ai appris aux nouvelles qu'il y avait eu un concert avec la communauté chassidique, un concert de Martha Wainwright, sur son balcon, Exactement. auquel des membres de la communauté chassidique ont participé. C'est encourageant, en tout cas, pour... Et puis, on sait que la communauté revient régulièrement dans l'actualité autour de la question de l'éducation des enfants à la maison, autour de la question des synagogues. Il y a eu 2 visites des rabbins, le rabbin de Belz et le rabbin de Satmar au cours des derniers mois, qui ont été très publicisés, qui sont les grands chefs spirituels de certains mouvements hassidiques. Et puis, il y a eu aussi tout un tas de débats politiques dernièrement. Alors, c'est une communauté qui gagnait à être mieux connue en français, une communauté dont on voulait mieux illustrer la valeur, les caractéristiques et les traditions, et particulièrement depuis que il y a des francophones qui ont repris ce thème dans leurs œuvres. Dafaroud a fait un roman dernièrement. Il y a aussi Tzipora Malka qui a écrit un ouvrage, autobiographique sur la vie familiale qui a eu beaucoup de succès, et aussi d'autres. Il y a même eu Félix Emera, un film il y a peut-être 2 ou 3 ans qui portait sur les amours entre un goy francophone, un Canadien français et une jeune juive hassidique. Alors, c'est un thème qui est très présent actuellement. Oui, donc c'est dans ce contexte que vous avez décidé de mener cette recherche ou d'organiser ce colloque et de publier ce livre. Oui. Aux presses de l'Université de Montréal, qui nous a accordé une place dans la collection Pluralisme, une collection dédiée à des traditions différentes, soit des communautés migrantes, soit des communautés qui vivent ici depuis plus longtemps, pour illustrer la différence qui existe, la diversité qui existe en Montréal. Et on a réuni 9 auteurs et on a, en quelque sorte, essayer de couvrir le plus de terrain possible la démographie, l'économie, les traditions sociales, politiques, la scolarisation à la maison et aussi toutes les questions de vie intérieure, de vie communautaire intérieure. Pour que les francophones, pour la première fois, aient accès à des données bien organisées, raisonnables, crédibles, et non pas à des, malheureusement, trop souvent, à des impressions vagues et fausses qui sont véhiculées à gauche. J'ai de la difficulté à t'entendre. Maria, est-ce qu'il y a un problème de son? Parce que j'ai de la difficulté à entendre Pierre. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Toi, je t'entends bien. Moi, je t'entends très bien. Ah, voilà, maintenant, c'est mieux. Oui, ça dépend de tous nos internets. Ah, d'accord. OK. Bon. On continue. Alors, on continue. Donc, oui, alors à ce propos, justement, est-ce que tu pourrais brièvement nous brosser un portrait démographique des populations chassidiques de Montréal, de leur univers social et culturel, voilà. Alors, on définit la communauté Haredi, c'est-à-dire ceux parmi les Juifs qui pratiquent de manière assidue et soutenue. Haredi, hein, c'est ça, Haredi. Oui, Haredim. Haredim, orthodoxe. Oui. Alors, on parle autour de 15 000 personnes à Montréal sur un grand total de 90 000, donc 1 sur 6. Parmi eux, les chassidim, qui sont les fidèles d'une tradition orthodoxe en particulier, 12 000. 12 000 divisés en plusieurs sous-communautés, dont aucune n'a plus que 3 000. Alors, en fait, on est devant une constellation de communautés. Les Lubavitch, les Belz, les Satmar, les Tosh, qui vivent en banlieue, à Boisbriand, les Skver, les Vishnitz et beaucoup d'autres. Alors, c'est une communauté qui représente plusieurs tendances, interprétations, ils s'habillent tout à fait de la même façon, et qui sont très
strict sur le plan de la pratique religieuse, place la pratique religieuse avant toute autre considération. Pour ces membres des communautés hassidim, Dieu est présent de façon immanente dans tout. Chaque geste est marqué par la présence de Dieu. Oui, c'est sûr. C'est l'orthodoxie juive, ça c'est certain. Maintenant, ils se sont établis un petit peu partout dans les quartiers de Montréal. Est-ce que certaines communautés se regroupent dans certains quartiers? Oui. Est-ce qu'on peut il y a une espèce de portrait? Ils ont une grande densité de population. Alors, on les retrouve sur quelques rues seulement. Chacune des communautés que j'ai mentionnées a un quartier, par exemple, autour de l'avenue Parc à Montréal, au-dessus de Saint-Viateur, il y a les Belts, il y a les Sainte-Mare, les Square, les Vichnitz. Les Lubavitch sont plutôt à Côte-des-Neiges, près de la bibliothèque juive d'ailleurs, juste au nord. Et les Toches sont en banlieue. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que la taille des ménages est très grande, 5 personnes par ménage. La moyenne canadienne, c'est 2. Et le taux de fertilité des femmes, donc le nombre d'enfants, est très élevé aussi. Il est de 5,25. Chez les Juifs, en général, il n'est que de 2,27 et chez les Canadiens, en général, il n'est que de 1,6. Alors, on voit des communautés qui sont des communautés où les jeunes, les enfants prennent beaucoup de place. Chez les Hassidim, près de la moitié de la population a moins de 14 ans. Ah oui. Dire que la question scolaire a une très grande importance. Chez les Juifs, en général, à Montréal, c'est seulement 20% de la population qui a moins de 14 ans. Il y a une grande différence de comportement, de démographie entre la population juive en général au Canada et ces populations hassidiques. Oui. Donc, mais je pourrais, justement, parlons un petit peu d'éducation parce que ça fait quand même les manchettes, enfin pas les manchettes, mais disons que des journalistes comme Rima El-Khoury se sont beaucoup intéressés à cette question de l'éducation dans les foyers chassidiques et ça a fait également l'objet de certaines poursuites judiciaires, malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, chaque communauté a son école pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Alors, ils ne se réunissent pas, les différents courants, dans une seule école. Ensuite, ils ont tendance, pour les garçons, à enseigner les matières religieuses plus que les matières séculières. C'est l'inverse chez les filles. En général, ils enseignent 4 langues dans ces écoles. Ils enseignent le yiddish, l'hébreu, le français et l'anglais. Et le problème, c'était la conformité des programmes scolaires des communautés hassidiques avec celle du ministère de l'Éducation et avec l'éducation. Alors, il y a eu des discussions et on a passé une loi dernièrement pour permettre, pas seulement aux Juifs hassidiques, mais aux parents qui le désirent, qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient inscrits à l'école publique, de faire l'éducation à la maison. Ah oui. Bon, et cette expérience, ça dure depuis quand? Alors, ça dure à peu près 2 ans. C'est encadré par la commission scolaire English Montreal. D'après ce qu'on a pu voir, constater avec quelques études qui ont été publiées dernièrement, ça fonctionne très bien. Alors, ça permet une scolarisation sans que l'enfant soit sorti de sa communauté, amené dans des milieux avec lesquels il n'est pas nécessairement à l'aise ou ses parents. Par exemple, la mixité scolaire, garçon-fille, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué par les Juifs hassidiques. Non plus, on pratique une certaine sévérité dans l'habillement. Alors, on n'accepte pas facilement de se mêler avec des gens qui ne partagent pas ces idées. Et plus aussi, évidemment, la nourriture cachère. Oui, bien sûr. Et donc, c'est le programme du ministère de l'Éducation que les enfants suivent à la maison. Oui, réinterprété pour permettre aux enfants de se trouver bien dans leur tradition religieuse et culturelle
et sous la direction de leurs propres parents et soutenus par les commissions scolaires et le ministère de l'Éducation. C'est la solution qu'on a trouvée, plutôt que de tolérer des situations qui étaient illégales ou qui étaient jugées non conformes. Je comprends. Est-ce que maintenant, pour en revenir au chassidisme, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des notions de l'histoire du chassidisme, de ses origines? Oui. Alors, le hassidisme est apparu avec le Baal Shem Tov vers l'an 1750-1800 en Europe de l'Est. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu les légendes et les contes des communautés hassidiques. Alors, il y a évidemment une préoccupation avec l'immanence de Dieu. Dieu est dans toute chose. Chaque geste fait référence à Dieu. Chaque pensée fait référence à Dieu. C'est une grande caractéristique. L'autre, c'est la joie de vivre, l'exubérance. Ils vont jusqu'à l'extase dans la prière. Tout geste doit avoir un côté d'abandon à Dieu, mais d'abandon joyeux, d'abandon qui amène à une élévation de l'âme. Et l'autre caractéristique, c'est que les Juifs hassidiques suivent un maître à penser, suivent un rebbe qui dicte, qui guide, qui systématiquement les amène à avoir un rapport avec Dieu constant. Alors, c'est très, très différent d'une forme de judaïsme moderne ou libéral. Oui, en effet, c'est également une espèce de déviation du judaïsme traditionnel, orthodoxe traditionnel, quoi. Ça a été, oui, où on valorisait plus l'étude du texte, on valorisait plus le raisonnement et la rationalité. Ici, chez les Juifs hassidiques, même si on étudie aussi les textes, on valorise la joie, l'épanchement et l'abandon. C'est ça. Maintenant, à propos du rôle des femmes dans le chassidisme, j'aimerais bien, enfin, je suppose que le livre aborde cette question. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Oui, évidemment, le livre aborde la question parce qu'il y a 5 auteurs féminins sur 9. Donc, on a tenu à ce qu'il y ait une voix féminine, et aussi parce qu'il y a au moins 2 articles qui s'intéressent à l'éducation dans les familles et les droits des enfants hassidiques relativement à l'éducation. C'est très intéressant et paradoxal. D'une part, les femmes et les hommes vivent des vies assez séparées en public. On les voit pas ensemble sur la rue. Mais par contre, il y a un rôle important des femmes dans l'éducation des enfants et dans le maintien de la communauté. C'est les femmes qui prennent sur elles d'éduquer, de transmettre et de former les générations qui montent, alors qu'en général, les hommes sont conviés à l'étude des textes saints et donc font plutôt du travail et de réflexion à la Beth Medrash, la maison de prière, avec leurs confrères. Et les femmes ne prient pas ensemble, lors des mariages ne se réjouissent pas ensemble et sont rarement dans une relation dans l'espace public soutenue. Par contre, les femmes sont éduquées de manière à avoir des rapports plus intenses avec le monde extérieur et souvent, elles ont une meilleure connaissance des langues françaises et anglais. Oui, donc de la langue du pays, en quelque sorte, la langue générale. Parce que la langue parlée dans ces communautés, c'est le yiddish, même avec la langue les enfants. Vernaculaire. Oui, ça. La langue vernaculaire est le yiddish et aussi ce qu'on appelle la Shon Kodesh, c'est-à-dire une forme d'hébreu qui est l'hébreu qu'on trouve dans les textes saints et non pas l'hébreu israélien moderne. Alors, c'est ce qui est considéré par les anthropologues en général comme une forme de barrière voulue. En ne parlant pas la langue de la majorité, on s'assure de conserver une distance et de préserver ce qui est important dans la culture. Oui, oui. Je pense qu'on a été nombreux à voir le film Unorthodox qui a été diffusé sur Netflix.
Et bon, ça nous a donné une image de la communauté chassidique. Je pense que c'est Ce qui est new-yorkaise. important aussi pour les femmes, ce qui, ce qui est important pour les femmes, c'est de mentionner que la communauté a élu, il y a une femme qui siège, une Oui, femme effectivement. asiatique, qui siège au conseil municipal d'Outremont, qui a été élue 2 mandats, c'est son 2e mandat, Mehdi Pollack, et qui joue un rôle très important actuellement comme porte-parole, mais aussi comme personne qui permet d'établir des liens avec l'extérieur. Alors, Mehdi très bien le français, elle connaît très bien le monde extérieur et elle est une personne qui favorise le dialogue, qui favorise la rencontre. Alors, on comprend que la rencontre est balisée, qu'elle est soumise à certaines règles, mais il y a donc un dialogue, une rencontre qui s'établit maintenant plus facilement grâce à l'engagement de certaines femmes. Oui, oui. Puis aussi, récemment, on a aussi vu dans les journaux un porte-parole de la communauté chassidique d'Outremont qui était tout à fait désireux de collaborer avec les autorités dans le contexte de la pandémie et même la communauté de Toche a même demandé l'aide des autorités locales. Je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a un véritable dialogue dans le respect de différences, dans le respect des limites établies par ces communautés-là pour des raisons religieuses. Oui, et on note aussi, à mesure que la communauté grandit en nombre, la communauté devient donc de plus en plus susceptible d'avoir des liens avec l'extérieur, de plus en plus susceptible d'entrer en contact et de rencontrer des gens d'autres traditions. Et aussi, on note que l'exemple de la pandémie en est un très bon. Il y a des circonstances où les communautés hassidiques ont besoin d'établir des rapports pour des raisons de maintien de la santé publique, pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques. Ils ont donc avantage à bien connaître, à avoir des canaux de communication ouverts. Oui. Non, j'aurais une petite question par rapport à l'insertion de ces communautés dans la société, dans le tissu social québécois, et par rapport à la perception de ces communautés comme étant des emblèmes du juif, entre guillemets, au Québec. J'ai souvent lu souvent, c'est comme un stéréotype. Le juif, c'est un raciste. Donc, le juif au Québec, c'est un raciste. C'est un petit peu comme ça que je perçois la façon dont dont les médias traitent la question. C'est une des distorsions qu'on constate depuis quelques années et c'est malheureux parce que la communauté juive, on le sait, très diversifiée. Il y a des gens de toutes les traditions, interprétations, langues et cultures. Il faut absolument briser ces stéréotypes. Et c'est ce à quoi on s'est employé dans cet ouvrage et c'est ce à quoi on veut arriver aussi, c'est de faire comprendre qu'il y a plusieurs façons de vivre. L'autre stéréotype malheureux aussi, c'est que la communauté vivent complètement en autarcie, coupée de tout rapport avec l'extérieur. C'est absolument faux. Ils ont des rapports économiques, ils ont des rapports avec les hôpitaux, avec les pharmacies, ils ont des rapports avec les instances légales et municipales constants. Sauf que par leur comportement particulier, ça donne à penser faussement qu'ils sont reliés sur le même environnement. Et il suffit d'approcher la question de plus près pour découvrir qu'ils sont très bien informés sur ce qui se passe dans la société en général. Ils sont très bien informés des enjeux politiques, municipaux et légaux qui les concernent. Et ils sont capables de négocier, comme on l'a vu avec le ministère de l'Éducation, entre autres. De toute façon, le respect de la loi du pays fait partie intégrante de la pratique du judaïsme. Donc ça, c'est un des principes de la pratique du judaïsme orthodoxe, en tout cas. Tout à fait.
Alors, il y a une négociation constante au sein de ces communautés entre rencontrer le monde extérieur, et le monde extérieur peut aussi être le monde juif libéral, il peut être le monde de la population juive en général, et le maintien de traditions auxquelles ils sont très attachés, qui sont des traditions judaïques fondamentalistes, intégristes, où on ne fait pas de compromis. C'est un rapport constant d'échange et de négociation. Et c'est ce qui marque la vie hassidique, que la vie hassidique n'est jamais coupée entièrement de l'extérieur, au contraire. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce rapport à la communauté juive plus élargie, plus générale et plus laïque, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'originalité de la culture yiddish dans la communauté chassidique et dans la communauté juive laïque? Oui, alors je vais lire une citation de Chantal Ringuet qui est tirée du livre, qui va expliquer ce phénomène un peu, de manière plus précise. Alors je commence. À Montréal, grande ville juive au début du 20e siècle, il faut ajouter le secteur est d'Outremont qui prend les allures d'un véritable shtetl en Amérique. On y entend la langue yiddish se déployer librement, comme cela n'avait pas été le cas depuis 50 ans. Il s'agit, on l'aura compris, d'une victoire de taille du yiddish contre son destin de langue assassinée sous une forme que l'on aurait pu imaginer un demi-siècle auparavant. Alors, le yiddish a d'abord été une langue qui était la langue des mouvements révolutionnaires de la gauche, de la modernité. C'est ce qui est arrivé quand les premiers parlants yiddish sont arrivés à Montréal au début du siècle. Et maintenant, c'est devenu plutôt une langue de tradition religieuse, de réservation, d'une certaine orthodoxie. Alors, c'est un changement, c'est un basculement qui est très intéressant. C'est la seule communauté, c'est la seule population où on est à la naissance jusqu'à la mort et où on échange facilement dans cette langue. Qui n'est pas une langue perçue de la même façon qu'elle l'était au début du siècle par les écrivains, les poètes, par exemple le poète Segal ou le poète Reich ou d'autres poètes yiddish de Montréal, pour qui la modernité, l'ouverture sur l'extérieur était un élément fondamental et bien sûr la laïcisation, le libéralisme, le progrès. Mais alors, est-ce qu'il y a des productions, est-ce qu'il y a des productions contemporaines, modernes en yiddish? Est-ce que la communauté chassidique a des productions artistiques, culturelles? Je sais que Jessica Rodin en a beaucoup parlé, enfin, elle en a parlé récemment dans un article qu'elle a publié dans le Times of Israel. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de leur production artistique de ces communautés. Alors, les Juifs hassidiques n'ont pas la même vision de ce que c'est qu'une production artistique ou une production culturelle. En général, pour eux, ça doit être lié absolument de manière soutenue à un rituel judaïque ou à une fête ou à un événement qui est la commémoration de célébrations religieuses. Alors, je vais citer ici, je vais lire un passage de ce que Jessica Roda a écrit dans notre ouvrage. Concernant la particularité de Montréal face à New York, la vie hassidique montréalaise semble beaucoup plus homogène et moins cosmopolite que la vie new-yorkaise. Et pourtant, plus en relation avec le monde non juif, il s'agit d'un phénomène social d'intérêt, car il révèle une réalité qui tend à déconstruire l'idée selon laquelle il existerait des familles évincées de tout échange avec le monde extérieur. Donc oui, c'est pas la même notion du judaïsme, ni de la culture, ni de la littérature, et ni des réalisations culturelles en général. Alors, on le voit par exemple à la bibliothèque juive. Je pense qu'il y a une diversité de notions, de façons de comprendre la culture, et c'est très manifeste dans ces milieux. C'est très manifeste qu'ils ont pas la même approche. Ils sont cultivés d'une façon différente. Oui, je
comprends. Mais est-ce qu'ils connaissent ces sources, les sources de culture yiddish qui ne sont pas chassidiques, non chassidiques? Est-ce qu'ils y ont accès? Est-ce qu'ils les Non, connaissent? en général pas. En général pas, ou Donc, il y a quand même un beaucoup moins clivage. soutenu. Et, oui. Et inversement, ce qui est intéressant, c'est que les poètes yiddish du début du siècle, comme les poètes Siegel et Melachavitch, eux connaissaient la littérature rabbinique et eux connaissaient le Talmud pour avoir étudié enfant Voilà. de manière traditionnelle en Europe de l'Est ces matières. Mhm. Mais Oui. ça fait Bon. très longtemps que les Juifs sont entrés dans le monde de la culture dans le sens artistique moderne. Ça fait environ 200 ans depuis la Révolution française. Oui, en effet. Maintenant, un petit mot de conclusion, Pierre. Est-ce que tu as quelque chose, un mot à nous dire en conclusion? Oui, je dirais qu'en fait, on gagne tous à mieux se connaître et je pense que c'est important que chaque interprétation, chaque communauté ait un lieu pour exister et s'exprimer, mais c'est important aussi qu'il y a des passerelles, des liens, des échanges. Et moi et mes collègues, on jugeait que c'était important de permettre aux francophones d'avoir une meilleure base, une meilleure compréhension, une meilleure, je dirais, point de référence plus scientifique, plus rationnel face à ces questions. Et l'inverse est sans doute vrai aussi. Et j'espère qu'on poursuivra encore les discussions sur ces questions dans le plein respect des identités et des convictions de chacun. Soit dit en passant, quand on a fait le Merci lancement du beaucoup, livre, Pierre. la librairie du Square sur la... Oui, merci beaucoup. Merci à la Bibliothèque juive aussi.